Le premier sujet que nous allons aborder est un sujet qui est tiré du journal L'Observateur. Il a pour titre « Sommet mondial sur l'intelligence artificielle à Paris et l'Afrique dans tout ça ». Vous serez d'accord avec moi qu'un homme qui ne tient pas compte des réalités de son époque est un homme perdu. Et je vous prends un exemple tout bête. Imaginez à l'époque de la préhistoire quelqu'un en train d'utiliser Internet. Et puis il est habillé en veste. En apparence, ça ne pose pas problème. Mais là où le problème débute, c'est que cette personne n'est pas dans son temps. Parce que pendant la préhistoire, les hommes n'avaient pas besoin de tout ça. Et avec qui il allait pouvoir communiquer? Il serait seul dans son monde. C'est la même chose aujourd'hui. Si on prend quelqu'un qui veut vivre comme dans l'époque de la préhistoire, cette personne ne peut pas vivre avec les normes aujourd'hui que nous nous sommes données. Et donc, quand tu vis dans ton temps, il ne faut pas être en dehors des réalités de ton époque. À Paris, actuellement, il y a une grande réunion qui est en train de se faire sur l'intelligence artificielle. Il y a beaucoup qui vont me demander, mais l'intelligence artificielle là, c'est quoi? L'intelligence artificielle là, l'être humain, aujourd'hui nous avons atteint un niveau de développement où nous voulons découvrir des choses que l'être humain à lui seul, avec son cerveau, ne peut pas. Donc on a développé des machines. Et ces machines-là, on a mis des informations dedans qu'on appelle des algorithmes. Et à force de développer cela, aujourd'hui, ces machines-là sont pratiquement à des limites qui dépassent même les capacités humaines. Ça veut dire que les machines-là, aujourd'hui, dépassent nous-mêmes nos compétences. Une intelligence artificielle, elle peut réfléchir plus vite, plus efficacement que peut-être 1 million de personnes à la seconde près. Et c'est cette nouvelle réalité-là qui est en train de s'imposer au monde. Maintenant, nous autres Africains, quelle sera notre place? Qu'est-ce qu'on va apporter dans ce changement? Et surtout, est-ce que nous allons être des simples consommateurs? De ces temps immémoriaux, parmi les grandes évolutions impulsées par l'homme, il y a entre autres la révolution du néolithique, avec la découverte de l'agriculture et de l'élevage. La révolution de Gutenberg, du nom de l'Allemand qui inventant l'imprimerie, la révolution industrielle née de l'invention de la machine à vapeur, l'apparition de la radio, de la télévision, puis de la télévision en couleur, et plus tard l'avènement du numérique avec Internet et les réseaux sociaux. Personne ne peut s'opposer au développement et à l'évolution du monde. Ce serait même la chose la plus bête que de ne pas chercher à évoluer. Et ça a été toujours une condition pour l'être humain. C'est pourquoi on nous appelle des humains. Un humain, celui qui sait évaluer, c'est ce que le mot humain signifie. Ça veut dire celui qui sait regarder autour de lui et puis il dit, bon, ça là, ça a marché, ça là, ça n'a pas marché. Donc, ce que je vais faire, je vais changer un peu et puis on va évoluer. Donc, petit à petit, là, jusqu'à on commence à évoluer. Et là où on a commencé à sentir l'évolution de l'être humain, c'est quand les gens ont commencé à arrêter de vivre dispersés dans la nature en tant que des chasseurs et des cueilleurs. Avant, là, on chassait pour se nourrir. Ou bien quand il y a des fruits, quand c'est la saison, on s'en va manger. C'est comme ça que les premiers hommes, qu'on appelle les hommes sauvages ou hommes préhistoriques, c'est comme ça qu'ils vivaient. Mais un moment va arriver, ils vont comprendre que ça là, c'est pas une manière par laquelle on pourra survivre longtemps. Ils vont commencer à se mettre en groupe, ils vont commencer à faire l'agriculture. C'est ce qu'on appelle la révolution du néolithique. Et après, ils vont commencer aussi à faire l'élevage. C'est comme ça qu'on va aller prendre les bœufs sauvages,
le buffle pour le transformer en zébu, en bœuf. Sinon, c'était des animaux sauvages. Après ça, on va assister à l'invention de l'imprimerie. À leur époque, quand l'imprimerie est née, la machine à imprimer, on dit waouh. Aujourd'hui, ça n'impressionne plus quelqu'un. Mais au moment où l'imprimerie a été mise en place, ça impressionnait. On n'a pas encore fini avec ça. On a vu la révolution de la machine à vapeur, qu'on appelle la révolution industrielle. On a vu des machines qui sont créées, des machines créées à partir du feu, des machines qui font déplacer la vitesse à une imagination qui à l'époque n'était pas imaginable. C'est-à-dire, on va voir les premières machines, les premières voitures, les premiers trains. Ça va rendre les déplacements des humains très rapides. C'est ce qu'on appelle, et donc ça va booster l'industrie. Ça va pousser à créer beaucoup plus de richesses. Au moment où l'être humain était dans cette phase, on se retrouve avec des gens qui ont maîtrisé le vent que vous voyez là. Dans ce vent-là, il y a des bruits qu'on appelle les ondes. Il suffit de se mettre à la bonne fréquence et vous pouvez communiquer et on peut entendre la personne par radio. Et donc, quand la première radio sort, on dit, mais c'est tellement extraordinaire qu'on ne sait même pas ce qu'il faut dire. C'était simplement miraculeux. Et là encore, on pousse encore notre capacité à évoluer. La première télévision est créée. Quand la première télévision est créée, ce n'était pas en couleur. C'était en blanc-noir. Mais les gens vont pousser encore les limites pour faire de la télévision une réalité. Grâce à la télévision, quelqu'un qui est mort, on peut te le présenter. La télévision va ressusciter les morts. À quelqu'un qui est mort il y a 10 000 ans, on va faire les recherches, on vient faire sortir sa vie. Quelqu'un même qui est décédé, grâce aux images qui ont été capturées, on peut jouer. Si toi qui n'as jamais été informé que cette personne est morte, tu vas dire, mais la personne l'a même vue où? On va, ah non, elle est morte il y a longtemps. On n'avait même pas encore fini avec tout ça. C'était les fax. C'était le téléphone. Et on est resté dans tout ça. On se retrouve avec l'Internet. Et dans Internet aujourd'hui, on parle des réseaux sociaux. Voilà en quelques minutes, je vous résume l'histoire de l'évolution de l'homme sur la Terre. Aujourd'hui, qui peut vivre sans les réseaux sociaux et sans Internet? Aucun pays ne peut vivre sans Internet. C'est comme demander à un homme de la préhistoire de vivre sans sa peau d'animaux et son gourdin. C'est ce que Internet et les réseaux sociaux sont devenus aujourd'hui. Ça a facilité les rapports entre les humains. Ça fait que des gens dont la voix n'aurait jamais été entendue comme éclaireur pro-vérité peuvent s'asseoir dans un petit endroit et puis communiquer avec des millions de personnes à la seconde près, alors qu'il n'est pas journaliste, alors qu'il n'est pas un sachant, alors qu'il n'est même pas quelqu'un qui est formé dans le métier. Mais tout ça, c'est aujourd'hui grâce à l'Internet. Et ça fait ressortir des nouveaux talents et des nouvelles capacités de l'homme. Et il faut le dire, on a été fasciné par tout ça. Parce que ce sont des possibilités inimaginables. Ce sont des possibilités prodigieuses. Ce sont des bouleversements, souvent bons comme mauvais, que je vais appeler ici l'Internet apporte dans nos sociétés. Et encore, on n'a pas encore fini avec les réseaux sociaux et Internet. On nous pousse déjà vers l'époque, l'âge, l'ère de l'intelligence artificielle. Intelligence artificielle, j'ai déjà expliqué. Et là, qu'est-ce qu'on découvre avec l'intelligence artificielle? C'est que l'homme, c'est-à-dire moi et vous, qui prétendions que nous étions les êtres les plus évolués à comprendre, à connaître et à pouvoir spéculer, nous avons créé une machine qui est plus forte que nous.
Nous avons créé une machine qui peut apprendre. Aujourd'hui, il y a des robots qui sont créés à partir de ces données avec l'intelligence artificielle qui sont plus efficaces que les humains en termes de réflexion, en termes de production de résultats, que ce soit dans les industries et dans n'importe quel secteur. Et donc, qu'est-ce qu'on découvre dans un premier temps? C'est que nous, les êtres humains, nous n'avons plus le monopole de connaître, d'apprendre et même d'enseigner. Parce que si on met une intelligence artificielle, là où moi je perds 10 minutes à expliquer, l'intelligence artificielle vous explique ça en 3 minutes. Parce que l'intelligence artificielle est plus rapide que mon cerveau. L'intelligence artificielle est plus structurée. Et qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça? Des algorithmes. Et dans ces algorithmes, il y a une capacité à apprendre. Par exemple, tout dernièrement, il y a une société qui m'a contacté. Ils disent, éclaireur, on a besoin de ta voix. On veut incorporer ça dans l'intelligence artificielle. On va te payer pour cela. Et les gens me proposaient, je crois, 85 000 $ par an. J'ai dit, non, moi, ça ne m'intéresse pas. Non. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas encore les implications. On ne maîtrise pas toutes les implications. C'est une technologie qui est nouvelle. Et là, on se pose aussi la question, nous autres, quand on analyse sur un aspect philosophique, est-ce que l'homme qui crée une machine qui vient à le dépasser, est-ce que moralement parlant, ça ne va pas nous poser des problèmes que nous n'avons pas encore anticipés? Mais tout ça, ce sont des questions qui vont se poser avec le temps et l'avenir de l'homme. Quand tu rends une machine plus intelligente que toi-même, est-ce qu'un jour ces machines-là ne pourront pas, surtout que c'est des machines qui apprennent, qui ont la capacité d'apprendre, est-ce qu'un jour, le contrôle ne va pas nous échapper et les machines vont s'enseigner entre elles-mêmes et créer une forme d'intelligence que nous ne pourrons pas maîtriser? Tout ça, ce sont des questions auxquelles l'humanité doit réfléchir. Mais ce que nous voyons déjà, c'est que dans la manière de fabriquer et de mettre en place l'intelligence artificielle, ce qu'on appelle la conception, dans sa manière d'être utilisée, ce qu'on appelle ses applications, l'intelligence artificielle, si on l'utilise dans son bon sens, nous donne plusieurs possibilités pour régler beaucoup de problèmes et des questions qu'un humain ou un groupe d'humains à eux seuls ne peuvent pas résoudre le plus rapidement possible. Par exemple, aujourd'hui, si tout est bien mis en place, l'intelligence aujourd'hui nous aide dans la finance. L'intelligence artificielle nous aide aujourd'hui dans l'énergie, nous aide dans l'environnement, nous aide dans les médias. Exemple, il y a trop de fausses nouvelles, il y a trop de fake news. Là où l'éclaireur doit aller faire des recherches pendant au moins 4 heures du temps, l'intelligence artificielle peut te synthétiser la réalité et puis te dire voilà ce qui est vrai, voilà ce qui est faux. En 2 minutes. Ça peut nous permettre dans les entreprises d'avoir une gestion très efficace des ressources humaines. Ça peut nous permettre dans la santé de soigner des gens je vais dire même au millimètre près. Et même moins du millimètre près, sans erreur. Et donc voilà beaucoup d'avantages de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle peut même mathématiquement nous prédire ce que nos grands-parents faisaient. Je me souviens de mon grand-père qui, paysan, il avait l'habitude, à chaque début de saison, il dit, bon voilà tel nombre de pluies et voilà les espaces entre les différents temps de pluie. Et les gens venaient le voir et il leur disait ça. Bon, nous on était petits, nous on a négligé. Mais aujourd'hui, je me rends compte que si on avait appris, peut-être que je serais devenu météorologue dans une vie et que j'aurais peut-être gagné un peu d'argent avec. Ça, c'est pour plaisanter. Mais à la réalité, ce que je dis est vrai. Il y a certains de nos parents africains qui pouvaient te dire, cette saison pluvieuse-là, voilà le nombre de pluies. Et voilà quand il va pleuvoir, quand il regardait les étoiles et les choses. Moi-même, mon grand-père faisait ça. Je n'ai pas dit mon arrière-grand-père. J'ai dit mon grand-père, c'est le papa de mon papa. Comme nous, on nous a mis à l'école des Blancs, là. Nous, on a pensé que c'est là-bas, on va tout connaître. Mais ces gens savaient maîtriser la nature
et avec une bonne lecture des détails de la nature. Et comme l'être humain s'est éloigné de la nature, aujourd'hui nous allons confier notre sort à l'intelligence artificielle. Voilà la différence entre nous et ceux qui nous ont précédés. Cette intelligence artificielle fera son travail, mais est-ce qu'elle ne fera pas au-delà de son travail? C'est aussi cette question-là qu'il faut se poser aussi. Et ceux qui vont l'utiliser, est-ce que toutes ces personnes auront une bonne moralité? Ce qui n'est pas vrai, parce que dans l'existence humaine, il y a toujours des gens qui veulent utiliser les choses dans leur mauvais sens. Comme toutes les autres révolutions, celle des algorithmes véhicule sa part d'opportunité, de progrès, d'espoir, mais hélas de crainte aussi. Et donc, comme je viens de vous l'évoquer, dans toute chose, il y a du bien comme il y a du mal. Dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas utiliser l'intelligence artificielle, c'est comme dire à un homme de l'époque de la pierre taillée, non, il ne faut pas utiliser la pierre, il faut utiliser un couteau. Il va te dire, mais le couteau, c'est quoi? Non, on ne connaît pas. On n'était pas encore à l'âge du bronze. Et donc, à chaque époque, on doit être capable d'utiliser les éléments qui vont avec. C'est la manière d'utiliser. Et l'intelligence humaine qui va guider cet usage-là, c'est ce qui va rendre la chose bonne ou mauvaise. Sinon, rien n'est bon en soi et rien n'est mauvais en soi. Et donc, la réunion qui se tient à Paris, qui a commencé hier, lundi 10 février 2025, ils ont appelé ça le sommet international pour l'action sur l'intelligence artificielle. Ils vont aller réfléchir là-dessus. Ils vont mettre les questions d'éthique, c'est-à-dire les questions qui sont liées à la morale, les questions qui sont liées au bon usage, et quelles sont les limites qu'il ne faut pas dépasser, et quelles sont aussi les implications imprévues, c'est-à-dire dans ce que nous voyons aujourd'hui comme quelque chose d'extraordinaire, qu'est-ce qu'on n'a pas prévu et qui peut poser problème demain? C'est sur ça qu'ils sont partis réfléchir. Et qu'est-ce qu'on a vu? Ça va se passer du 10-11. Et ça finit aujourd'hui 12. Et qu'est-ce qu'on a vu? On a vu les GAFA. Quand on vous dit les GAFA, ça veut dire Google, Apple, Facebook, Amazon et pour certains Microsoft. Ça veut dire les groupes les plus puissants qui utilisent aujourd'hui l'Internet, qui utilisent aujourd'hui les nouvelles technologies. Les nouvelles technologies qu'on utilise aujourd'hui, là, venir se cacher derrière un portable pour jouer les philosophes, ça c'est un usage très insignifiant. Les gens font aujourd'hui des choses que vous ne pouvez pas imaginer. Quand vous prenez les applications Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft, tout dernièrement, on vient de découvrir même que sur les téléphones Apple, chaque 5 secondes, ça prend l'image de votre visage et de votre environnement. Mais c'est fait à infrarouge. Donc ces technologies-là sont tellement puissantes et tellement nouvelles pour nous qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne maîtrise pas. Et imaginez maintenant l'intelligence artificielle. Et donc des gouvernements se sont réunis avec ces grands groupes de la nouvelle technologie qu'on appelle ici les GAFA. Les personnalités internationales des grands groupes se sont réunis et ils vont discuter en quoi est-ce que l'intelligence artificielle pourra être mise au service de l'avenir de l'homme. Ils vont réfléchir aussi, ceux qui vont mal utiliser l'intelligence artificielle, qui vont faire des cyberattaques, qui vont créer des systèmes de désinformation. Ils vont réfléchir sur cela. Et en termes même de gouverner le monde et les hommes, en quoi est-ce que l'intelligence artificielle peut rendre plus efficace la gestion des gouvernements, mais aussi surtout les risques liés à l'usage de l'intelligence artificielle. Déjà, un des risques de l'intelligence artificielle et de nos nouvelles technologies, c'est que ça a rendu l'homme paresseux. Aujourd'hui, combien lisent? Combien de personnes lisent? Combien de personnes prennent le temps de prendre un texte et de l'analyser? En ne le faisant pas, l'intelligence aujourd'hui, quand j'écris un texte, l'intelligence artificielle, même quand je fais exprès pour sauter un S,
L'intelligence artificielle me met le S. Qu'est-ce que ça a commencé à faire? Ça a commencé à réduire mes capacités intellectuelles. Et donc, je ne compte plus sur la grammaire qui m'a été enseignée par Mère Blanc. Je ne compte plus sur la conjugaison qui m'a été enseignée par Mère Blanc. Je ne compte plus sur la structuration syntaxique. Je compte maintenant sur quelque chose qui n'existe pas en réalité, qui fait le travail à ma place. Et donc, ça m'a rendu paresseux. Ça fait que aujourd'hui, quand j'écris par exemple, il au pluriel mange, je ne sais pas s'il faut mettre S ou mais s'il faut mettre ENT. Mais ne vous inquiétez pas. Quand j'aurai fini, l'intelligence artificielle va faire le travail à ma place. Mais ce que j'oublie, c'est que je suis en train de tomber dans la novlangue. La novlangue, c'est une histoire de George Orwell, qu'on appelle 1983, où les êtres humains avaient tellement évolué dans leur nouveau monde, l'intelligence de la technologie avait pris le contrôle. Même pour manger, c'est les robots qui te mettaient la nourriture dans la bouche. Pour chier aussi, c'est eux qui te massaient le derrière. C'est une manière de plaisanter. Et donc, ils avaient tellement lié leur destin à la technologie que pour finir, on avait classé la société en deux groupes. Ceux qui doivent réfléchir et le reste de la population. Et ce reste de la population-là, pour leur faciliter la tâche, on leur a créé un nouveau langage. C'est ce qu'on appelait the new langue. En réalité, je traduis en français directement, la novlangue. Ça veut dire la nouvelle langue. Et dans cette nouvelle langue, qu'est-ce qu'on leur enseignait? On leur disait, bon, ne vous fatiguez plus. Il n'y a plus de le, il n'y a plus de la. Tu peux dire le maison comme la maison. De toute façon, on te comprend. Donc, ne te fatigue plus. Oh, ne te fatigue plus. Utilise les choses comme tu veux. Il n'y a plus de barrière dans la langue. Et qu'est-ce que cela a créé? Cela a fini par créer une nouvelle langue où l'être humain n'avait plus la capacité de pouvoir parler. Pas qu'il ne pouvait pas parler, mais son langage était devenu très pauvre. Et le langage devenu pauvre, ceux qui réfléchissent vont utiliser ça maintenant contre les populations pour les contrôler. Et qu'est-ce qu'on a découvert? C'est qu'un être humain, plus ton langage est pauvre, plus ta capacité à pouvoir te défendre devient faible. Parce que tu n'as pas la capacité d'expliquer les choses. Et il y a Yann qui dit c'est 1984. Voilà, merci beaucoup pour le rappel. Et donc, est-ce qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas en train d'aller progressivement dans la novlangue? Combien de personnes aujourd'hui peuvent écrire un texte avec une dictée? Combien de personnes peuvent prendre le risque de faire une dictée aujourd'hui? Combien de personnes prennent le temps de lire un texte par jour? Très peu. Et ça vous affaiblit. Ça vous affaiblit intellectuellement et ça vous affaiblit dans tous les sens. Parce que confronté un jour à une réalité, vous avez très peu d'opportunités en termes d'expérience pour pouvoir faire des choix. Et c'est ça l'importance de se confronter à des réalités, de lire et de comprendre de nouvelles choses. On ne peut pas vivre toutes les expériences de la vie par soi-même. Mais quand tu lis, quand tu expérimentes à travers les autres, ça te donne plusieurs expériences. Tu peux mettre ces expériences-là dans ta vie. Le jour qu'il y a quelque chose qui t'arrive qui ressemble à ça, tu peux te souvenir, mais j'avais lu le livre 84, il y a telle chose qui veut se passer. Donc, en utilisant cet algorithme-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Et de là, tu peux en faire un bon usage. Donc, c'est sur tous ces aspects-là qu'ils s'en vont réfléchir. Mais à la vérité, nous sommes déjà piégés. Si toutes les grandes puissances de la planète ont accouru à l'appel du président français, à l'instar du vice-président américain, J.D. Vance, et le chinois Zhuang Guangying, des premiers ministres canadiens Justin Trudeau et indien Narendra Modi, et le chancelier allemand Olaf Scholz, c'est que l'intelligence artificielle suscite autant d'espérance que d'appréhension. Et qu'est-ce que nous allons constater? Comme je vous le disais, quand vous avez l'habitude de vous confronter à de nouvelles réalités, finalement, ça crée en vous la capacité de pouvoir anticiper sur les événements. On pense que vous êtes extraordinaire
mais vous ne l'êtes pas. À travers ce premier sommet déjà, quelqu'un qui est confronté toujours aux réalités, tu vas connaître les autres. Par exemple, qui sait, par exemple, quand je dis le nom J.D. Vance, qui est le vice-président américain, qui sait ce que c'est que ce monsieur-là est? Très peu de personnes le savent. Mais ce monsieur est l'un des initiateurs du néopopulisme. Ce monsieur, dans le courant qui a mis Trump au pouvoir, il y a trois pensées politiques. Ce monsieur à lui seul représente un côté où il faut casser toutes les valeurs de démocratie et autres pour créer de nouvelles valeurs. Donc quand ce président-là, ce vice-président se retrouve au sommet pour l'intelligence artificielle, nous autres, ça nous fait tiquer et on comprend les choses au-delà des détails, au-delà des événements. Quand Narendra Modi se retrouve là-bas, celui-là qui est contre une purification religieuse, le premier ministre indien, on se dit il y a quelque chose là-bas. C'est pas simplement sur l'intelligence artificielle, mais la réalité, c'est qu'ils sont allés faire, c'est comment rendre cela élitiste. C'est comment maîtriser l'intelligence artificielle pour en faire une arme comme la bombe nucléaire. C'est cette réunion-là qui est en train de se tenir comme ça. Mais qui m'a dit ça? Personne. Mais parce que, à force d'être confronté aux réalités, d'apprendre de nouvelles réalités, de regarder ce qui se passe dans les différents pays et de lire et d'analyser là, je comprends déjà ça. De la même manière que la bombe atomique est un privilège des grandes nations, à travers cette première réunion qui débute, est-ce qu'ils ne vont pas pousser les limites à élitiser l'usage de l'intelligence artificielle? Est-ce qu'on ne va pas vers une dictature mondiale où on ne peut utiliser l'intelligence artificielle que ceux à qui on aura permis de? Exemple, la bombe atomique. Eh bien, vous me remettez la bombe atomique, mais je me fais le Burkina en une seconde, moi. Ah oui, je me fais le Boukistan. Ah ben, on ne te donnera pas la bombe atomique parce que c'est un privilège pour les grands. C'est ce qui permet aux États-Unis d'être grands. C'est ce qui permet à un petit pays comme la France de devenir grand. Et donc, on ne permettra pas à tout le monde de l'avoir. On pourra bénéficier des déchets de l'intelligence artificielle. Ça, il n'y a pas de problème. Mais la puissance réelle, là où l'effectivité est absolutisée, vous m'excuserez de la violence des mots que j'utilise. Quand je dis absolutisé, ça veut dire, ça devient incontestable et c'est la norme. C'est pas tout le monde qui pourra utiliser. Regardez, le TikTok qu'on utilise dans le reste du monde là, c'est pas le même TikTok qui est utilisé en Chine. Aujourd'hui, vous voyez les États-Unis qui disent, on donne jusqu'en avril pour que TikTok nous vende, pour que nous créions notre propre TikTok ici. On est en train de rentrer dans une dictature de l'intelligence artificielle. Parce que derrière TikTok, derrière Facebook, derrière les GAFA, que vous le voulez ou pas, les algorithmes nous étudient. Et les algorithmes finissent par nous comprendre et les algorithmes nous imposent de façon ciblée ce que nous sommes. Parce que l'être humain n'est que l'ensemble des choix qu'il opère. Et à partir du moment où je connais tes choix, c'est que je te contrôle et je suis toi. Pour ceux qui veulent, vous lisez Hamlet. Hamlet, c'est un jeune garçon. Son père est mort, son père était roi. C'est Shakespeare. Et quand son père est mort, sa maman n'avait autre choix que de se marier à son oncle, qui était un brute. Et Hamlet, soit il faisait le jeu, ou bien soit il était assassiné. Hamlet, donc, au début fait semblant d'être fou, et cela marche bien, et il a la capacité de faire ce qu'il a à faire. Tout le monde le néglige, et il dit ses propres vérités, il passe. Mais à force de faire semblant d'être fou, la folie a fini par prendre possession de Hamlet. Autant, par exemple, elle minimisera le temps de travail, les coûts de production et les risques d'imperfection, autant elle réduira le nombre d'emplois
et un monde déjà confronté à l'explosion du chômage. Aujourd'hui, par exemple, l'intelligence artificielle, un seul robot peut te faire le travail de 100 personnes à la minute. Non seulement il est efficace, il est rapide, et puis il n'a pas besoin de salaire. Mais en même temps, qu'est-ce qu'on va faire avec des millions de chômeurs? Qu'est-ce qu'on va faire avec des millions de personnes? Il y a une solution. La solution, c'est qu'on va créer le revenu universel. Qui a une fois entendu parler du revenu universel? S'il y a des gens qui ont entendu parler du revenu universel par citoyen, vous pouvez signaler cela. Mais derrière cette politique qui sonne très bien dans les oreilles, c'est un retour au prolétariat du 21e siècle. De la manière, avant il y avait les pauvres qu'on appelait les prolétaires. On vous dit non, vous n'avez plus à travailler. Nous, on va vous nourrir, on va vous loger. Mais on va vous ghettoiser. Et on va vous donner 300 francs CFA chaque fin de mois. Si je contrôle ce que je dois te donner, c'est que je contrôle ta vie. Et donc, il y a certains pays qui ont déjà commencé à donner 4 jours de repos. Ah oui, tu travailles 3 jours seulement. Mais tout ça, ils sont en train de pousser les limites pour voir jusqu'à quel niveau l'être humain a besoin du minimum pour pouvoir vivre. Et on va créer des machines pour produire à moindre coût, mais surtout maîtriser les hommes à moindre coût. Et c'est là que naît le côté pervers de l'économie du marché que beaucoup appellent le capitalisme. C'est là que la bête capitaliste devient aveugle et perd sa conscience dans sa propre science. Et là, qu'est-ce que nous nous retrouvons? On se retrouve face au monstre technologique de Frankenstein. Où nous serons obligés d'être la proie du monstre que nous-mêmes nous aurions créé. Dans cette ruée vers le Graal numérique, 2 pays se détachent, l'un au coude à coude avec l'autre. Les États-Unis avec ChatGPT, un modèle de langage artificiel développé par OpenAI, Artificial Intelligence, et la Chine qui a réussi la prouesse technologique de mettre récemment sur le marché DeepSeek. À un coût réduit, un agent conversationnel. Aujourd'hui, s'il y a 2 pays qui sont en avance en matière d'intelligence artificielle, il y a tellement de choses à expliquer dans ce sujet. Vous voyez la guerre qui se passe au Rwanda. Vous voyez la guerre qui se passe en Ukraine. Si je vous dis que c'est la même guerre, vous allez me dire, mais ce n'est pas les mêmes pays, ce n'est pas les mêmes réalités, ce n'est pas les mêmes raisons. Je vais vous dire oui, en apparence. Mais figurez-vous que aujourd'hui, le prix de l'Ukraine est en train d'être discuté à 500 milliards de dollars. Écoutez, le président ukrainien dit aux Américains, je sais que vous voulez nous abandonner, mais nos terres rares, ce qu'on prend pour utiliser, pour faire les machines, pour faire la technologie, et je sais que vous en avez besoin. Sinon, on peut le vendre aux Chinois. Et les Chinois vont vous dépasser technologiquement. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Je vous propose nos terres rares à hauteur de 500 milliards de francs, de dollars, et vous continuez à nous fournir en armes, et nous allons mettre la Russie à genoux. Lorsque vous prenez le Rwanda, c'est une guerre pour des ressources minières rares, le coltan, les terres rares. Et donc les objectifs finaux sont les mêmes. Qui sera la superpuissance technologique? Et les pays où se trouvent ces ressources, ces pays-là seront les enfers sur la terre. Ces pays-là, pour pouvoir maîtriser leurs ressources et contrôler, on va créer la guerre là-bas. Voilà la réalité du monde.
Et donc, les deux pays qui se font aujourd'hui cette concurrence-là, c'est la Chine. Et les États-Unis viennent de commettre une erreur gravissime en coupant le USAID, qui était un symbole diplomatique. Ils vont se mettre en retard parce que la Chine va profiter du terrain pour reprendre sa sale politique, qui en apparence est très intéressante, mais très toxique. Mais toujours est-il que on dit qu'il n'y a jamais rien sans rien. Si aujourd'hui les Américains ont décidé d'adopter une nouvelle politique, sachez que qui que vous soyez, même étant président des États-Unis, vous êtes toujours contrôlé. Quand je dis contrôlé, ça veut dire il y a des canevas et des structures qui vous contrôlent et on vous donne une feuille de route. Est-ce que ChatGPT et DeepSeek, qui sont aujourd'hui en concurrence, est-ce que ces pays-là, en fonction du niveau de technologie qu'ils auront développé, est-ce qu'ils ne vont pas les utiliser un jour pour dominer le reste de la population mondiale? C'est à toutes ces questions-là qu'ils vont aller réfléchir. Il faut dire que l'initiative du sommet de Paris traduit l'engagement des Européens à s'affranchir de leur dépendance vis-à-vis des deux géants du Big Data en faisant de l'Union européenne un leader de l'intelligence artificielle. Car c'est connu, contrôler les données d'un État tierce, c'est contrôler son avenir. Parce que quoi? Un jour arrivera, et c'est déjà le cas, où tout sera digitalisé, où tout sera mis dans les machines artificielles. Qui va contrôler les informations sur les impôts, sur la santé, sur l'agriculture des autres États? Si c'est simplement la Chine et les États-Unis, ça veut dire qu'ils vont donc contrôler notre avenir. Il n'y a pas de problème. On a beaucoup parlé. Mais dans tout ce qu'on vient d'expliquer là, où se trouve l'Afrique dans tout ça? Moi, je suis africain. Hein? Je suis aussi sûr que vous êtes africain pour beaucoup qui nous écoutez. Nous-mêmes là, dans tout ça là, nous on est où? Nous on vaut quoi? Chacun peut se donner la réponse actuellement ici. Certes, nous sommes physiquement présents à Paris. Il y a des délégations gouvernementales qui sont parties. Mais nous savons que nous sommes très faibles dans le système. Nous savons que nous sommes des suiveurs. Nous savons que nous sommes des victimes résignées. Nous savons aussi que depuis trop longtemps, nous avons fini, comme dans la Novlangue, à habituer nos cerveaux à ne pas devenir des créateurs. Nous avons fini par nous habituer à ne plus devenir des destructeurs. Quand je dis destructeur, je me réfère à Nietzsche qui disait que le surhomme doit aussi être un destructeur. Destructeur, c'est-à-dire casser tout ce qui est mauvais pour faire sortir le surhomme, pour briller à travers sa propre étoile. Il y a aujourd'hui une différence entre nous, Africains, et le reste du monde. La distance là, c'est comme le ciel et la terre. On est là, on n'est que dans le flafla. On n'est que dans le, comment je vais appeler, le vuvuzela. On n'est que là pour accompagner les autres. On est là que pour être des consommateurs. C'est vrai qu'il y a quelques pays comme le Rwanda, le Kenya, le Maroc, le Niger, qui essaient à leur manière de faire un peu d'effort. Mais ça ne sera pas suffisant. Parce que nous ne nous posons pas des questions même qui touchent à notre avenir. Alors que c'est nous, l'Afrique, le berceau de l'humanité. C'est nous qui avions mis en place les bases du développement humain. Mais comment se fait-il qu'aujourd'hui, depuis tout ce que je vous ai cité, depuis la révolution, la transition de l'homme cueilleur-chasseur vers le cultivateur-planteur, jusqu'à la télévision pour arriver à Facebook, celui-là même qui a été l'homme du berceau de l'humanité est resté en retard dans la course et dans tous les domaines. Et la question qu'on se pose aujourd'hui, dans cette révolution de l'intelligence artificielle, à qui est-ce que l'Afrique va confier son sort?
Voilà la question. Nous autres qui n'avons pas participé à ce sommet, voilà notre responsabilité de venir vers vous, le peuple africain, pour vous expliquer comment le monde fonctionne et vous montrer aussi que nous avons l'obligation de réfléchir, parce que ce ne sont pas les autres qui réfléchiront à notre place pour nous proposer encore des solutions, même si nous nous sommes transformés en super consommateurs. Ce n'est pas les autres qui vont venir réfléchir aux défis de la pauvreté que nous avons sur notre continent. Ce n'est pas les autres qui ont une obligation morale de venir mettre fin à la famine en Afrique. Ce n'est pas les autres qui ont une obligation de venir nous dire de mettre fin à l'analphabétisme, à l'insécurité, au conflit. Ce n'est pas les autres qui vont venir nous dire le changement climatique. Ce n'est pas eux qui vont nous imposer les choix dans les COP 21, 22, 23. Ils vont d'abord pour leurs intérêts. Parce que tout est lié à la politique et surtout à la politique publique. Et c'est pourquoi il faut éduquer le peuple là. Ce que j'explique là, même quelqu'un qui est sous un cacaoyer, en plein fond de Europoria, quand j'explique simplement là, la personne comprend et la personne se dit, donc nous avons quelque chose à faire. Et oui, moi j'ai quelque chose à faire. Peut-être que ma première mission, c'est d'expliquer. Ma première mission, c'est d'attirer ton attention. Mais toi-même aussi, tu dois envoyer ta part de contribution. L'intelligence artificielle est une bonne chose. Mais est-ce qu'elle le sera pour nous, Africains? Est-ce que nous ne serons pas les déchets de l'intelligence artificielle? Est-ce qu'on ne va pas utiliser l'intelligence artificielle pour continuer d'assaillir l'Afrique? Demain, lorsque nous aurons besoin de prêts, on va nous imposer le côté pervers de l'intelligence artificielle pour faire de nouvelles expériences en Afrique, comme le corona qui avait voulu être expérimenté au Congo. Donc, on m'a dit de ne pas parler de ça. Oui, ça aussi, on m'a dit de ne pas parler de ça. Donc, vous m'excusez. Ils m'ont dit, si j'utilise le mot, là, ils vont me couper. Bon, comme j'ai utilisé, bon, ils vont me laisser. Après ça aussi, ils m'ont dit de ne pas parler de l'affaire de Chakadjan. Réduction des naissances. Donc, vous voyez déjà la dictature. C'est-à-dire que plus vous voulez pousser l'intelligence humaine sur des sujets cruciaux, les algorithmes vous détectent et on vous dit, voilà un danger qui est là. Lui n'est pas un mouton du troupeau. Il ne veut pas être un mouton du troupeau. Et donc, il faut le mettre au fer. Et comme c'est nos appareils, notre technologie qu'il utilise, on va le marquer au fer rouge. Dès qu'il utilise ces mots-là, les algorithmes vont le signaler pour dire il y a un mouton qui veut sortir du rang, qui veut sortir du troupeau. Et ça, on le voit aujourd'hui, à travers les bannissements, à travers les sanctions injustes que Facebook, TikTok et autres imposent. Des sujets qui peuvent rendre les gens intelligents. On te dit, si tu les abordes, tu verras de quoi on est capable. On va t'arracher notre machine. Et donc, si ça, c'est possible avec des individus, c'est que c'est possible avec un continent comme l'Afrique. Moteur de croissance et de développement, la souveraineté technologique est aussi formidable et un accélérateur vers la souveraineté politique et économique du continent. Car c'est connu, contrôler les données d'un État tierce, c'est contrôler son avenir, alors ne ratons pas le cloche. Donc, chers Africains, voilà la situation qui est mise en face de nous, à nous-mêmes de décider de ce que nous voudrions faire avec.